Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Aurélie Herbemont. Bonjour à tous. Notre invité ce matin, Christian Jacob, président du parti Les Républicains, député de Seine-et-Marne. Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Nouvelle manifestation hier contre les violences policières dans le sillage de la mort aux États-Unis de George Floyd. Comment apaiser, comment faire en sorte qu'une partie de la population française n'ait plus peur de la police, alors que des messages à caractère raciste écrits par des forces de l'ordre sur les réseaux sociaux font l'objet d'une enquête. Détention sur fond de crise sanitaire, et alors que la crise économique se profile, quelle est la réponse de la droite face à ces défis du moment? Comment être une opposition crédible, une alternative à Emmanuel Macron, quand des listes LR et En Marche fusionnent dans plusieurs grandes villes pour les municipales? On va parler de tout ça avec vous, Christian Jacob. À mes côtés pour vous interroger, Damien Fleureau de CNews et Cécile Cornudet des Échos. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et c'est Damien Fleureau qui va vous poser la première question sur les manifestations de ces derniers jours. Oui, bonjour Christian Jacob. Bonjour. Effectivement, des rassemblements hier pour dénoncer ces violences commises par des forces de l'ordre. Alors ces rassemblements qui étaient interdits en raison de la crise sanitaire, mais qui ont quand même eu lieu et qui sont globalement déroulés dans le calme. Est-ce que vous comprenez la colère, l'émotion de ces manifestants ? D'abord, en France, la police, elle rassure. Elle ne fait pas peur, elle rassure. Et moi, je voudrais apporter tout mon soutien à nos forces de police, à nos forces de sécurité, à nos gendarmes. On les a vus sur tous les fronts, la lutte contre le terrorisme, au moment des mouvements sociaux, au moment du Covid, où on les a envoyés en première ligne, sans protection, sans masque. Donc d'abord saluer leur action. Ensuite, sur cette manifestation, bien sûr, sur la lutte contre le racisme, on ne peut pas trouver une cause plus noble que celle-ci. Mais ça n'existe pas. Des violences policières en France, et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Alors, on a vu des violences de manifestants, mais jamais de violences policières en France. Et du racisme dans la police, même si c'est pas toute la police, ça n'existe pas. Il y a du racisme en France, comme dans beaucoup d'autres pays, comme dans tous les pays. Et il faut lutter contre le racisme et le sanctionner. Mais on n'a pas une police raciste en France, ça n'existe pas. Moi, je suis fier de notre police, et j'étais profondément choqué par les slogans qu'on a pu entendre. On a entendu la police qui a été traitée de raciste. On a vu d'ailleurs, par ces prétendus manifestants antiracistes, s'en prendre à des policiers noirs, les traiter de vendus, s'en prendre à des policiers d'origine maghrébine, dire qu'ils jouaient les Arabes de service. Ces prétendus manifestants antiracistes tenir cela. Et ce qui m'a peut-être encore le plus choqué, enfin qui est le plus choquant, c'est face à ces insultes à l'égard de notre police, le silence assourdissant du président de la République et du Premier ministre. Ils étaient où, nos deux têtes de l'exécutif ? Où est-ce qu'ils étaient ? Au moment où la police nationale est humiliée et insultée de cette manière, on n'entend rien. Ils doivent prendre la parole, le Premier ministre et le chef de l'État, pour vous, Christian Jacob? Mais c'est pas ils doivent, c'est qu'ils auraient dû. Mais comment on peut laisser notre police nationale se faire insulter de cette manière, et pas un mot du président de la République, pas un mot du Premier ministre? C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors, on va écouter tout de suite ce que disait Christophe Castaner. Alors vous le dites, Christian Jacob, la police n'est pas raciste, mais il peut y avoir parfois du racisme dans la police. Et voilà ce qu'on disait. Comme dans le journalisme ou dans la classe politique. Vous avez raison. Dans la France entière. Et donc Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, lui a pris la parole. C'était mercredi au Sénat, après la première manifestation qui avait rassemblé du coup plus de 20 000 personnes mardi soir à Paris. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Alors Christophe Castaner a mis cette doctrine en application en saisissant la justice. Le parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête pour injure publique à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale visant un groupe Facebook qui regroupe à peu près 8000 policiers et gendarmes où on trouve des propos racistes, sexistes aussi. Vous êtes d'accord avec le ministre? Il ne faut plus rien laisser passer pour que la police ne fasse plus peur et ne soit plus mise en cause? Mais la police ne fait pas peur en France. Moi, la police, certaines personnes, elle me rassure certains de nos chaque jour. compatriotes Elle me rassure. ont peur. Elle me rassure. Là, s'il y a eu dérapage, si ces actes sont avérés, la justice est saisie
et les sanctions tomberont. Et il est normal que les sanctions tombent. Mais simplement, on assiste là à un amalgame invraisemblable. Et encore une fois, que le gouvernement et l'exécutif au plus haut niveau ne s'expriment pas, ne disent rien pour défendre l'honneur de nos policiers. Encore une fois, on a été content de les trouver et on est heureux de les avoir dans la lutte contre le terrorisme. On est heureux de les avoir au moment des mouvements sociaux, des saccages qu'il y a pu avoir. Comment est-ce que vous expliquez ce silence du couple exécutif, justement? C'est un laisser-faire? C'est un laisser-faire. C'est d'abord... Mais pour ne pas froisser une partie de la population, de certaines catégories de Français? Comment est-ce que vous l'expliquez? On voit qu'on a aussi le gouvernement, le gouvernement a perdu pied. En matière de délinquance, on a une explosion de la délinquance qui se vérifie aujourd'hui, et cette volonté de chercher à aller dans le sens du vent ou de ceux qui braillent le plus fort, je crois que tout ça est regrettable. Et vraiment, moi, ça m'a choqué. J'avoue que je ne comprends pas qu'un président de la République puisse se taire. On a vu Jacques Chirac quitter un stade de foot lorsque la Marseillaise était sifflée. Là, notre police humiliée, insultée, pas un mot du président, pas un mot du Premier ministre. Quand il était ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, il avait toujours les deux discours. Il disait « je soutiens les forces de l'ordre, mais je n'accepterai aucun dérapage ». Est-ce que ce n'est pas ce double discours que le gouvernement essaye de tenir? Mais c'est comme ça que doit se comporter un ministre de l'Intérieur. C'était la force et la légitimité de Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'essaye de faire Christophe Castaner, là. Oui, enfin là, on est quand même très loin de Nicolas Sarkozy. Là, je pense qu'il n'y a pas... on ne peut pas imaginer la moindre comparaison. Mais il n'y a rien à entendre de ces manifestants. C'est quand même beaucoup de monde dans la rue. Mais encore une fois, pacifique. Pacifique. Attendez, les insultes, les policiers noirs qui se font traiter de vendus par des soi-disant militants antiracistes. Vous ne pouvez pas résumer les manifestations à ces propos. Non, mais qui aussi ont fait partie de la manifestation. Mais ça a été le cas. On les a entendus, ces propos. On a entendu des gens qui appellent à la révolution et à prendre les armes. On a entendu aussi ça dans ces manifestations. Et une manifestation interdite de 20 000 personnes et qui finalement est autorisée sans interpellation, enfin 18 interpellations je crois, sur une manifestation de 20 000 personnes. Je vous rappelle qu'on est à un moment où l'état d'urgence sanitaire est toujours en place, où les restaurants ne peuvent pas fonctionner, où les bars ne fonctionnent pas, où le nombre d'élèves par école est limité. Et là, on a 20 000 personnes qui se rassemblent. Il y a des manifestations dans le monde entier. La mort de George Floyd a suscité une émotion mondiale. Vous pensez qu'il aurait fallu dire manifestation interdite et on exfiltre tous les manifestants qui voulaient manifester, rappelons-le, majoritairement pacifiquement. Mais on est sous état d'urgence. Pensez aux restaurateurs qui ne peuvent pas fonctionner aujourd'hui. Et là, on autorise 20 000 personnes. Et permettez-moi de vous dire que la comparaison avec les États-Unis n'a pas de sens. On est sur deux systèmes policiers totalement différents. On est aux États-Unis dans un État fédéral avec des policiers qui sont dans l'immense majorité ou la quasi-totalité sous l'autorité de maires ou de shérifs élus. Nous, on est dans en France avec une police unifiée, avec des écoles de police, avec un code de déontologie et avec une police qui correspond à l'image de notre société dans sa diversité. Mais vous ça n'a strictement rien à voir. Au pouvoir, vous faisiez quoi pour maintenir l'interdiction? À partir du moment lorsqu'une manifestation est interdite, on applique l'interdiction. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est le gouvernement qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes et qui autorise une manifestation de 20 000. Enfin, écoutez, permettez qu'il y ait quand même un peu d'incompréhension. On voit bien que vous considérez, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de violence policière. Est-ce que vous avez vu, peut-être comme beaucoup de Français, parce que ces images tournent beaucoup sur les réseaux sociaux et même dans les journaux télévisés, de l'interpellation du jeune Gabriel, 14 ans, à Bondy fin mai pour un vol de scooter. Ce jeune garçon de 14 ans a fini à l'hôpital. Vous considérez vraiment qu'il n'y a jamais de violence policière? Il y a une enquête qui est ouverte. Lorsqu'il y a, à chaque fois qu'il y a eu, et il y en a, à chaque fois qu'il y a eu un dérapage, à chaque fois qu'il y a eu une faute, systématiquement, l'IGPN est saisi. Systématiquement, il y a sanction. Et donc, bien évidemment, quand il y a un dérapage, il est sanctionné. Et c'est normal. Et c'est l'honneur de la police qu'il le soit. Alors justement, quand il y a dérapage, il est sanctionné souvent à base de vidéos
qui aident à l'identification. Et dans votre famille politique, Éric Ciotti, le député Les Républicains, a déposé une proposition de loi visant justement à ne plus permettre l'identification de ces forces de l'ordre dans la diffusion d'images sur les réseaux sociaux pour les protéger, dit-il, parce qu'ils peuvent être parfois ensuite embêtés à leur domicile notamment. Est-ce que finalement, c'est pas une certaine forme de censure Non, c'est précisément le contraire. Moi, je donne raison à Éric Ciotti. Et je le soutiens sur cette proposition. Le floutage, il vaut pour les réseaux sociaux, pas pour une enquête de justice. À partir du moment où il y a violence, il y a enquête. Et s'il y a enquête, bien évidemment, que le floutage n'a pas lieu. C'est simplement, je dois rappeler qu'en France, la justice, ça n'est pas dans la rue ni sur les réseaux sociaux. On a des juges indépendants qui rendent la justice. Et vous craignez cette justice de l'émotion, justement Je pense que dans un état de droit, ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont quand même un déversement de violence dans bien des cas, qui ont aussi des atouts. Mais la réalité, c'est quand même celle-là. Oui. Voilà. Mais à partir du moment où il y a une enquête, il est évident que le floutage n'a pas lieu. Mais mettons-nous à la place de ces policiers qui se font prendre à partie, leurs familles également lorsqu'ils rentrent chez eux. On le fait d'ailleurs pour leur aide et pour un certain nombre de forces spéciales. Et donc c'est normal. Moi, non seulement ça ne me choque pas, mais je pense que c'est une bonne mesure de protection, mais qui ne vaut pas pour une enquête, bien évidemment. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec Christian Jacob. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Découvrez le tout nouvel iPhone SE avec Orange. Moi, ce que j'adore avec l'iPhone SE, c'est qu'il va super vite. Ouais, mais moi en plus, j'adore sa caméra. Elle fait des vidéos bien stylées qui me donnent des milliers de vues. Et ben moi, j'ai adoré l'avoir à seulement 1 € et plus vite que toi sur orange.fr. Ah ouais. Avec Orange, profitez de l'iPhone SE 64 Go à 1 € avec le forfait 110 Go pour clients pack open à 34,99 € par mois pendant 12 mois, puis 49,99 € par mois. Engagement 24 mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 juillet, 15 € par mois remboursé sur le forfait 110 Go pour les nouveaux clients. Détails sur orange.fr. L'Audi de vos rêves se trouve déjà près de chez vous. Choisissez le modèle qui vous fait rêver et profitez-en immédiatement. Audi s'engage aujourd'hui à vos côtés avec Audi pour vous. Un ensemble d'offres et de services pour vous aider à mieux repartir. En ce moment, jusqu'à 6 mois de loyer vous sont offerts sur une sélection de modèles disponibles en stock. Découvrez l'ensemble de nos engagements Audi pour vous sur audi.fr. Offre jusqu'à 6 mois de loyer suivant le premier versement offert. Offre LLD à particulier jusqu'au 30 juin 2020 sur 37 mois et 25 000 km par an maximum sur une sélection de véhicules en stock et si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur audi.fr. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Tu sais quoi ? Il y a un avantage à être resté à la maison si longtemps. Ah oui ? Lequel ? Se rendre compte qu'on a besoin de l'embellir. Tu sais, avec nos finances, on va pas pouvoir embellir grand-chose. Chez Groupama, quel que soit votre projet, profitez du prêt personnel Desirio à un super taux et adaptez votre mensualité à votre situation en choisissant la bonne durée. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny. Plus d'infos sur groupama.fr. Quand on dit à nos clients que chez Skoda, on peut avoir une grande berline familiale pour 15 990 €, soit le prix d'une citadine, ils répondent tous la même chose. Il y a des offres qui laissent sans voix. Skoda Octavia, à partir de 15 990 €. Offre à particulier jusqu'au 30 juin 2020. Remise Skoda de 6 670 € et prime à la conversion gouvernementale de 3 000 € déduite selon stock disponible sous condition de reprise et de bénéficier de la prime à la conversion. Conditions sur économie.gouv.fr et skoda.fr. Vous recherchez le cadeau idéal pour la fête des mères? Avec Jardiland, c'est facile. Du 3 au 7 juin, l'orchidée Phalaenopsis, 2 tiges à forme originale, avec cache-pot, diamètre 12 cm, est à seulement 19,95 €. Avec Jardiland, c'est le moment de lui faire plaisir. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Vous en avez assez de la couette d'Azur ou couette d'Armor, de Copa Canapé, de Balcon Carnot et d'Os Goreiller? Partez enfin pour de vrai avec les offres Citroën Move in France et profitez de la prime à la conversion avec Citroën C3 à partir de 10 490 €. Rendez-vous personnalisé en point de vente ou achat en ligne sur stock sur carstore.citroën.fr. Citroën. Offre à particulier Citroën C3 PureTech 82 SES BVM graphique 9 en stock, hors option, non cumulable jusqu'au 30 juin sous condition de reprise et prime à la conversion déduite. Détails sur citroën.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Aurélie Herbemont. Nous sommes toujours avec Christian Jacob, président de LR. Après la crise sanitaire, c'est la crise économique qui se profile, avec une priorité aujourd'hui pour l'exécutif, protéger l'emploi. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était en visite mardi dans une start-up. On l'écoute.
l'emploi devient à nouveau la première préoccupation des Français. Et le premier défi que nous avons à relever. Les emplois, il faut les protéger dans toute la mesure du possible, mais il faut aussi penser à en créer de nouveaux. L'exécutif va présenter son plan de relance à la rentrée. Alors en plus des plans sectoriels qui sont égrenés au fur et à mesure pour l'automobile, le tourisme et bientôt l'aéronautique, l'Allemagne a fait un choix différent. C'est un plan global de 130 milliards d'euros. Est-ce que la méthode française est la bonne ? Moi, je ne crois pas. Nous l'avons dit, nous avons soutenu un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, mais je pense qu'il y a urgence à agir. C'est essentiellement une question de calendrier Pas que. Mais il y a urgence à agir parce qu'une entreprise a besoin de lisibilité sur l'action publique. Et puis, par rapport à l'Allemagne, il faut dire référence à l'Allemagne, la situation dans laquelle nous nous trouvons quand même aujourd'hui, c'est que on arrive à la fin de 2019, le déficit public le plus élevé de la zone euro, le déficit commercial le plus bas de l'Union européenne, une explosion de la dette. C'est le confinement. Oui, mais enfin, quand même, une explosion de la dette. En 2019... Avant ça, les chiffres étaient positifs. Avant ça, on dépasse les 100% de taux de dette. On a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'Union européenne. On a le 25e taux de croissance en Europe. C'est ça la réalité des 3 ans d'action d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Donc on aborde la crise dans cette situation-là. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de mettre en place un plan très rapidement. C'est les propositions que nous avons faites aux Républicains pour que ce plan de relance... 250 milliards d'euros. Oui. C'est ça, 250 milliards d'euros, avec du coup des suppressions de charges pour les PME, TVA abaissée sur les 1000 produits de première nécessité et la transformation du chômage partiel en allègement de charges. Et pour la TVA baissée pour la restauration, non pas pour baisser le prix de l'hôtellerie de la restauration, mais pour reconstituer des marges. Moi, j'ai cette expérience lorsque j'étais ministre des PME. On voit bien que sur une entreprise, l'élément déterminant, c'est la reconstitution du fonds de roulement. Or là, il n'y a plus de fonds de roulement. Donc c'est pour ça qu'il faut, plutôt que faire du report de charges, il faut faire de l'annulation de charges, le faire très rapidement et faire en sorte que les marges se reconstituent. Parce que dès qu'une entreprise retrouve son fonds de roulement, eh bien se recrée une dynamique. Et c'est ça vraiment l'urgence. Et tout notre plan est basé là-dessus, avec un double enjeu, c'est-à-dire à la fois la nécessité de conforter les entreprises, de recréer ces fonds de roulement, et en même temps des actions sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'avec ce plan, Christian Jacob, vous n'avez pas tourné la page d'un dogme jusqu'ici dans votre famille, le sérieux budgétaire ou l'orthodoxie budgétaire, comme certains disent, parce que c'est un plan qui est très coûteux, par exemple, cette mesure de la baisse de la TVA pour les 1000 produits de première nécessité. Ça va coûter combien ? Globalement, le plan, c'est 250 milliards. Et sur la TVA, sur cette mesure qui est... C'est l'excédent, à titre de comparaison, c'est l'excédent commercial annuel de l'Allemagne. Voilà, donc on n'est pas non plus, on est sur des chiffres qu'il faut ramener aussi à cette réalité. Mais il y a effectivement un volet pouvoir d'achat qui est important, parce qu'on voit bien qu'on a des salaires relativement bas. On ne peut pas, si vous augmentez les salaires... Vous acceptez de laisser filer la dépense publique. Si on augmente les salaires, vous déstabilisez la compétitivité des entreprises, vous les affaiblissez, d'où différentes idées à la fois sur la participation que l'on veut vraiment remettre en place, sur l'augmentation du... La participation, les entreprises en faire moins de bénéfices, donc la participation, elle va pas progresser. Mais d'accord, mais il est important de la mettre en place pour accompagner les augmentations de salaire et faire en sorte que les salariés participent aux résultats de l'entreprise. Et le deuxième élément, c'est aussi le temps de travail. C'est l'annualisation du temps de travail, passer de 1600 heures à 1800 heures sur des accords d'entreprise, pas d'accords nationaux, au plus près possible du bon de commande, parce que c'est dans l'entreprise que l'on sait si effectivement le carnet de commandes se remplit ou s'il se vide, et c'est là qu'il faut pouvoir ajuster. Et quand on augmente, on annualise le temps de travail et qu'on l'augmente, ça se traduit par une augmentation des salaires des salariés et en même temps par un gain de compétitivité de l'entreprise sur le coût du travail. Christian Jacob, ce qui inquiète particulièrement dans cette crise, c'est l'impact sur les jeunes qui doivent rentrer
sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous proposez pour que la jeunesse ne soit pas la génération sacrifiée, comme l'a dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud? Deux mesures qui me semblent très, très importantes à développer. Il y a effectivement, dans les 3 semaines qui viennent, 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans un contexte économique très tendu, avec du chômage partiel, donc c'est effectivement très compliqué. Les 2 mesures que l'on propose, c'est d'abord de relancer de manière très forte l'apprentissage avec une mesure très concrète, c'est-à-dire la prise en charge de toutes les charges patronales pour toutes les entreprises qui recrutent des apprentis. Et la deuxième mesure, qui est une prise en charge dans l'esprit du chômage partiel sur les 6 premiers mois d'embauche par l'État, et ensuite une baisse de charge à condition que l'entreprise fasse un CDI aux jeunes, c'est-à-dire c'est la contrepartie de la pérennité de l'emploi. Sur l'apprentissage, Christian Jacob, le gouvernement propose 8 000 € d'aide à une entreprise qui prendra un jeune apprenti majeur, 5 000 € pour un mineur. Ça, c'est une décision que vous saluez, du coup? Non, parce que... Enfin, non. Je pense que le système de primes n'est pas bon. Ça crée un effet d'aubaine immédiat. Moi, je préfère qu'on s'installe dans la durée sur l'apprentissage avec la prise en compte des charges sociales, c'est-à-dire dans le prolongement de ce qui a pu être fait sur les bas salaires, là, de le faire totalement pour toutes les entreprises qui recrutent des jeunes en apprentissage, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Christian Jacob, un mot sur l'initiative d'Emmanuel Macron, dans un esprit peut-être de concorde nationale. Le chef de l'État demande des propositions au président de l'Assemblée nationale, mais aussi au président du Sénat, qui est de votre famille politique. Est-ce que vous saluez l'initiative présidentielle, ou est-ce que vous avez été surpris, un peu comme Gérard Larcher? Oui, moi, pour le moins surpris, et on est encore sur l'Xème coup de com'. Dire si le président de la République... Vous ne croyez pas à cette idée de concorde, d'union? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le passé ne plaide pas pour lui. Et ensuite, sur l'avenir, on voit bien qu'aujourd'hui, il est perdu, en manque de repères surtout, donc il faut gagner du temps. Le président de la République est perdu, selon vous? Bah, écoutez, c'est quand même la réalité. Moi, je suis incapable de dire quelle est la ligne du président de la République. On a vu, alors on peut faire des reproches. Il a dit qu'il la fixerait début juillet, peut-être? Oui, sans doute. Bah, je sais pas, on verra. Oui, peut-être que début juillet, bah, faut avoir des choses. Mais vous arrêtez pas de dire que vous vouliez être consulté, et là, finalement, il y a on ne l'a jamais été. Oui, mais là, non, mais moi, c'est l'occasion je suis président du premier parti d'opposition. Je n'ai jamais rencontré le président de la République. Enfin, une fois, vous le déplorez? Au moment. Écoutez, bon, sans doute que pour lui, ça ne représente pas beaucoup d'intérêt. Ceci étant, on a des propositions qui sont sur la table. On le fait à chaque fois. On a toujours été dans une opposition qui a été constructive en permanence. Je veux simplement prendre les exemples. Vous voyez, quand j'ai quitté la présidence du groupe parlementaire, sur l'ensemble des textes présentés, nous avons voté 40% des textes. Parce que, non pas qu'on s'y retrouvait complètement, mais qu'on considérait qu'à certains moments, ils allaient dans le bon sens. L'inverse n'a jamais été vrai. Les propositions de l'opposition qui ont été reprises, ça n'a jamais arrivé. Vous avez été reçu à Matignon par le Premier ministre ? Oui, non, mais c'est très bien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est sorti? Est-ce qu'une proposition que nous avons faite a été reprise? Je crois pas. Dans les propositions de la droite... Et là, c'est l'affolement, donc il faut trouver quelque chose. Donc voilà. Dans les propositions de la droite, il y a notamment donner plus de compétences aux collectivités locales. Alors c'était déjà votre volonté avant la crise du coronavirus et encore plus a fortiori après cette crise. Est-ce que vous dites au chef de l'État, effectivement, c'est le moment d'avoir un État moins centralisé, moins concentré? Oui, il y a eu une proposition très forte d'ailleurs qui a été faite et incarnée par François Baroin qui le fait au titre à la fois de l'AMF mais également de l'Association des régions de France et des départements de France. On a vu dans cette période de crise combien les collectivités territoriales ont joué un rôle important, c'est-à-dire qu'elles ont été beaucoup plus réactives que ne l'était l'État, beaucoup plus efficaces aussi, on l'a vu sur les masques, on l'a vu sur la proximité avec les artisans, les commerçants, les indépendants qui n'avaient pas été pris en compte. Vous ne dites pas ça parce que la majorité de ces collectivités sont de votre famille politique. Non, mais c'est la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'elles ont été efficaces et qu'elles ont pallié les défaillances de l'État. Et l'État s'est enfermé dans un premier temps sur ses mensonges.
Souvenons-nous qu'il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin de test, et puis après on a dû rétro-pédaler. S'il y a des masques qui ont été distribués, merci aux collectivités territoriales, c'est elles qui se sont mobilisées. Et donc je pense que, comme le disait Aurélie Beaumont, il y a longtemps que c'était dans les propositions de la droite, mais je pense que là, la crise l'a mis davantage en exergue, de permettre beaucoup plus d'autonomie fiscale aux collectivités et une répartition des compétences. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec Christian Jacob, on va parler des municipales. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Et oui, aujourd'hui, l'orchidée de tige est à seulement 5,99 € et profitez en plus de 34% en avantage carte sur tout le rayon fleurs et plantes. Ça tombe bien, aujourd'hui, c'est la fête des mères. À ce prix-là, on peut acheter les différents coloris pour être sûr de ne pas se planter. Et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Orchidée Phalaenopsis, pot 12 cm avec cache-pot coloris variés. Modalité sur intermarché.com. 4 990 €? L'optimisme, mieux que ça devrait. Quoi? Le prix de Fiat Panda. Comment ça? Panda est à 4 990 € avec la nouvelle prime à la conversion. Pour tous? Oui, quasiment. Et toujours garantie 10 ans. Génial, et tu peux la payer en 2021? Ouais, et attends, t'as pas vu le prix de leurs hybrides? De vraies occasions à ne pas rater. Elles sont neuves. Chez Fiat, partez en Panda des 4 990 € et payez-la en 2021. Car chez Fiat, l'optimisme est toujours la solution. Jusqu'au 30 juin, payez en 2021 sous condition de location longue durée si acceptation par Leasys France. Panda 1 point de prime conversion déduite, détails sur fiat.fr. Fiat. Je m'appelle Mehdi et je prends souvent le bus. À certaines heures, il y a du monde à bord. Donc moi, j'ai téléchargé l'application Stop Covid. Et j'en parle aux autres passagers. Comme ça, on sait si on a été à proximité de quelqu'un de malade et on peut consulter son médecin. Avec l'appli, je me protège et je protège les autres. Tous ensemble, téléchargeons Stop Covid et bloquons l'épidémie. Ceci est un message du gouvernement. Incroyable accélération du numéro 10, Looking Splendid dans la dernière ligne droite, mais ça ne suffit pas et c'est le numéro 8 idéal du poteau qui s'impose devant le numéro 6, Hercule du Nord. Magnifique victoire! La victoire sera encore plus belle avec une double tirelire exceptionnelle de 500 000 €. Oui, 500 000 € à gagner au Quintet Plus tous les samedis et les dimanches du mois de juin. PMU, que les meilleurs gagnent. Voir conditions en point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Enfin la reprise? Sans prise de tête? Chez Mitsubishi, soyez libre. Libre de passer à l'hybride rechargeable et de rouler en électrique sans contrainte d'autonomie. D'oublier les malus et d'économiser sur la carte grise ou le stationnement. C'est ça le Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Profitez en ce moment d'un capital reprise de 7 000 € sous condition. Détails sur mitsubishi-motors.fr. Véhicule éligible au bonus écologique de 2 000 €. Leclerc. Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec les mesures budget renforcé Leclerc. Des offres sur de nombreux produits pour se faire plaisir sans compter. Du 2 au 13 juin chez Leclerc, il n'y a pas de mal à se faire du bien. La preuve, pour l'achat de 2 lots de 6 tablettes de chocolat au lait Milka de 100 grammes chacune, le 3e est offert. Il y en a qui vont se faire plaisir. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Aurélie Herbemont. Nous sommes toujours avec Christian Jacob, le président de LR. Alors Christian Jacob, dans 3 semaines, sous réserve que la situation sanitaire le permette, les Français vont aller voter pour le second tour des municipales, dans les quelques 5000 communes, un peu moins, qui n'ont pas élu leur maire dès le premier tour. Est-ce que vous croyez que les Français iront voter ce 28 juin, malgré les incertitudes sanitaires et l'approche des vacances? Je pense que oui. Je pense que oui. Il y aura le fait qu'il y ait 3 semaines de campagne, déjà, ça va permettre de créer davantage de mobilisation, et je pense qu'il y aura une mobilisation plus forte, effectivement. Vous n'avez pas d'inquiétude? On voit que dans certaines villes, par exemple à Paris, on en a toujours, bien évidemment. Rachida Dati a lancé un site pour faciliter les procurations. Il faut mobiliser au maximum, et dans les deuxièmes tours, c'est toujours comme cela, et là, dans cette situation de crise, encore plus. C'est pour ça que nous avons été force de proposition, en proposant qu'il puisse y avoir plusieurs procurations qui puissent être portées par une personne. Moi, j'avais même avancé l'idée d'un vote par correspondance, de faciliter justement ces procurations. Il y aura un groupe de travail après les municipales, a dit Christophe Castaner. Bon, je pense qu'on pouvait le faire avant. S'il y avait eu la volonté. Vous pensiez que c'était
S'il y avait eu la volonté politique, oui, tout à fait. Dans 3 semaines. Le vote par correspondance, ça n'est pas très compliqué. On le fait pour les Français de l'étranger. Il suffit de mettre une enveloppe T dans l'enveloppe de propagande électorale. C'est quelque chose qui était tout à fait possible à faire. Le gouvernement n'a pas voulu le faire. Bon, voilà. Mais pour des raisons électoralistes, vous pensez Je ne sais pas, on verra. J'ai trouvé surprenant que toutes ces propositions soient refusées. Maintenant, bon. Ce qu'il faut, c'est mobiliser. C'était soutenu aussi par François Bayrou, qui est membre de la majorité. Comment ? C'était soutenu aussi par François Bayrou. Oui, c'est suffisamment rare pour le signaler. Oui. N'est-ce pas ? Christian Jacob, quelles sont vos ambitions justement pour ce second tour ? On voit que votre famille politique n'est pas forcément en si bonne position dans certaines villes comme Marseille, comme Toulouse. Votre ambition pour ce second tour ? Tout d'abord, avant de parler du deuxième tour, je veux dire un point de constat sur le premier tour. Le premier tour, tout d'abord, pour nous, c'est une grande victoire. C'est-à-dire, si on prend les mairies élues au premier tour, sur les villes de plus de 9000 habitants, 56% des villes ont des maires, les Républicains ou des maires alliés. Donc, pour la première fois depuis 3 ans, on renoue avec la victoire. Après une présidentielle où, pour la première fois de notre histoire, on n'était pas présent au deuxième tour. Après des législatives où non seulement on reste dans l'opposition, mais on divise par 2 notre nombre de députés. Et après l'échec le plus cuisant qu'on ait jamais eu aux élections européennes, on renoue avec la victoire et on a 2/3 des maires élus au premier tour. Victoire qui pourrait être ternie si vous perdez Marseille ou Toulouse face à la gauche. Je continue. On a d'abord ce premier résultat. Deuxième élément intéressant sur ce deuxième tour, on voit qu'on a une reconstitution du bloc de gauche. Alors très hétéroclite, mais puisque ça va de l'extrême gauche, la France insoumise, les Verts, le PS, les radicaux de gauche, mais quand même ce bloc, on le voit renaître de manière très éclatée, mais quand même. Ensuite, troisième élément, c'est un effondrement sans précédent et une sanction très violente pour La République En Marche. Tous ceux qui ont été sur les couleurs de La République En Marche, c'est une sanction très forte. Et puis, quatrième point et dernier point d'analyse, c'est l'incapacité du Front National à avoir un enracinement territorial, alors qu'ils avaient nourri de très fortes ambitions sur ces élections. Alors, vous parlez de la République En Marche, alors vous parlez d'un bloc de gauche. Est-ce qu'on peut mettre la République En Marche dans le bloc de droite, sachant qu'il y a plusieurs grandes villes où vos listes ont fusionné ? C'est le cas dans le 5e arrondissement à Paris, Strasbourg. Non, alors, pas sur le 5e. Oui, le 5e arrondissement, finalement, la candidate ex-LR, maire du 5e, qui était à la base chez vous, finalement, était partie et qui avait des élus, les Républicains socialistes, etc. Et qui finalement va soutenir Rachida Dati au second tour. Mais si on regarde Strasbourg, Lyon aussi, vous êtes avec La République En Marche, même si le parti La République En Marche n'est pas très favorable. Bordeaux, La République En Marche soutient le maire sortant LR. Clermont-Ferrand, vous êtes ensemble face à la gauche. Il y a aussi le cas à Tours, Aurillac. Il y a quand même quelques exemples. Il y a sur les villes de plus de 30 000, 273 villes de plus de 30 000 habitants en France, il y a 6 villes où il y a des accords locaux, techniques souvent. Des grosses villes. Oui, non, mais d'accord. Non, mais je vous dis, sur les villes de plus de 30 000 habitants, qui sont les villes importantes en France, 273 villes sur 35 000 communes. Donc c'est important. Il y a 6 villes où il y a des accords locaux techniques qui se sont passés. On l'a vu à Lyon d'ailleurs, avec un désengagement souvent de La République En Marche. Par exemple, à Lyon, ils ont retiré les investitures. Et vous êtes à l'aise avec ces Écoutez, ce sont des accords locaux qui ont été passés dans un contexte particulier. À Lyon, par exemple, ce sont sur la métropole l'ensemble des élus territoriaux, des maires, qui ont décidé de s'opposer à un risque de l'extrême gauche, l'alliance de la France insoumise avec les Verts, les amis de M. Mélenchon pour diriger la métropole de Lyon. Les élus territoriaux ont dit, à partir du moment où Gérard Collomb n'est pas candidat et que le rassemblement se fait autour de François-Noël Buffet, qui est notre candidat, les Républicains, nous sommes prêts à faire l'alliance pour nous opposer à l'extrême gauche. Et à Strasbourg, vous êtes derrière En Marche. C'est un accord local. Moi, je m'en satisfais, mais ça n'est en aucun cas un accord politique. Sur Strasbourg, nous sommes à peu près dans une configuration comparable. À Strasbourg, l'accord se fait, encore une fois, c'est un accord local avec les élus territoriaux qui disent sur la métropole de Strasbourg, nous avons beaucoup de villes de droite, il y a un risque, là aussi, de l'extrême gauche
et des Verts, et là aussi les amis de M. Mélenchon et les Verts qui risquent de faire une majorité. Et donc les élus territoriaux disent, nous, s'il y a des élus, les Républicains à Strasbourg, nous pourrons diriger la métropole de Strasbourg. Et c'est dans cet esprit-là que ça se fait. Encore une fois, c'est dans 6 villes. Mais, Christian Jacob, vous dites que ce sont des accords techniques. Il y a quelques mois, si on reprend vos paroles, c'était la fin du mois d'août, je crois, vous disiez qu'il ne fallait pas qu'il y ait de marcheurs sur les listes LR parce que les élus dans les conseils municipaux voteront pour les sénatoriales. Vous n'avez plus peur que du coup, vous perdiez des voix aux sénatoriales? Ou alors vous dites certaines villes, on peut perdre si on n'a pas le soutien de La République En Marche? Je veux juste rappeler 273 villes, 6 villes, 6, où il y a ces accords techniques qui sont aussi des accords de majorité. Et donc je fais confiance à Nicolas Florian qui, par exemple, dans le cadre... oui, à Bordeaux. Dans le cadre de l'accord technique qu'il a passé, la liste de Nicolas Florian, la liste Les Républicains, gardera la majorité absolue. Et donc, je pense qu'il y aura un pacte de confiance qui sera établi au moment des sénatoriales. Mais bon, voilà les résultats tels qu'ils sont là. On attend le deuxième tour avec impatience, avec des villes importantes en jeu. Vous faisiez référence à Paris. Pour nous, Paris, c'est un enjeu important. Paris, vous avez vu le sondage du journal du dimanche ce matin. Oui. Vous avez encore de l'espoir pour que Rachida Dati puisse l'emporter? Oui, très clairement, parce que regardez les progressions. Rachida Dati progresse de 10 points. Dans le sondage, Anne Hidalgo progresse de 4 points. Et aujourd'hui, dans cette forme de triangulaire, en quelque sorte, avec La République En Marche, qui, sérieusement, à Paris, peut imaginer un instant qu'Agnès Buzyn devienne maire de Paris? Je pense absolument personne, y compris elle-même, y compris ses premiers soutiens. Personne n'y croit. Donc les choses à Paris sont simples. Soit on considère que Madame Hidalgo est une excellente maire de Paris, qu'il n'y a pas de problème de délinquance, qu'il n'y a pas de problème de saleté, qu'il n'y a pas de problème de transport. Et à ce moment-là, les gens qui sont satisfaits de la gestion de Madame Hidalgo voteront pour elle. Mais si ça n'est pas le cas, la seule alternative, c'est Rachida Dati. Vous appelez les électeurs d'Agnès Buzyn d'En Marche à voter Rachida Dati? J'appelle l'ensemble des Parisiens à se mobiliser autour des listes de Rachida Dati. Christian Jacob, projetons-nous dans les prochains scrutins, notamment les élections départementales. Vous nous avez parlé pour ces élections municipales d'accords techniques, de pactes, de cas par cas. Mais est-ce que vous pouvez nous dire il n'y aura pas d'accord avec La République En Marche pour les départementales et peut-être plus tard pour les régionales? Les résultats, l'effondrement total de La République En Marche sur les territoires, c'est quand même une des données essentielles. C'est pas un effondrement, il n'était pas présent. C'est à la limite attendez. Rappelez-vous le moment où M. Castaner nous expliquait que dans les 35 000 villes de France, partout il y aurait des candidats En Marche et on verrait ce qu'on verrait. Et effectivement, pris de panique à quelques jours du premier tour, ils ont annoncé un objectif de 10 000 conseillers municipaux sur 530 000 conseillers municipaux. C'est-à-dire un objectif de moins de 2%. Pour une fois qu'ils avaient un objectif réaliste, ils ne vont même pas l'atteindre. Donc tout ça n'engage pas effectivement à être sur des alliances. Moi je reste sur la même position. Nous irons sur nos couleurs. Après, dans les majorités départementales comme régionales, on l'a vu partout. Il y a souvent des accords et il y a des compositions qui se font, mais ce sera sous les couleurs de LR. Ils auront peut-être plus de conseillers municipaux grâce à vous, grâce aux fusions dans les villes? Non, vous savez, non, même si ils peuvent y nourrir beaucoup d'espoir, je vous dis, ils avaient pris, pour une fois que c'était raisonnable, un objectif de 2%. Eh bien, ils ne vont pas l'atteindre. Ils auront moins de 2% des conseillers municipaux en France. Voilà la réalité d'En Marche sur le terrain. Ça a été une punition, ces élections municipales, pour M. Macron. C'est une punition cinglante. Christian Jacob, François Baroin, dont vous êtes proche, dira ses intentions pour la présidentielle à l'automne. Il est aujourd'hui, il fait une interview au Journal du Dimanche. Il a été très discret pendant la crise. Est-ce qu'un futur candidat à la présidentielle peut se permettre de ne pas monter au front dans un tel moment que celui que vient de vivre la France ? Je crois que ce moment que nous venons de vivre imposait du sérieux, de la retenue et de la rigueur. C'est-à-dire
telle crise sanitaire, le silence, c'était aussi l'efficacité. On rappelle de François Baroin dans sa ville de Troyes et à la tête de l'AMF. On a vu le rôle qu'ont joué les maires et l'AMF a été en accompagnement en permanence des collectivités territoriales. Donc ça a d'abord été cela. Le rôle n'était pas de s'agiter pour gêner ou pour handicaper l'action. Au moment où on était confronté à cette grande crise sanitaire, viendra le moment des projets politiques. Et là, faites confiance à François Baroin pour être capable de se faire entendre. Beaucoup d'élus de droite l'ont trouvé quand même particulièrement moi, je absent. pense qu'il a eu particulièrement raison. Il y a des moments où la nation doit se rassembler. Et quand on était face à une crise sanitaire comme celle-là, c'était ce moment. Va venir le moment de tirer les enseignements. Et nous avons d'ailleurs des commissions d'enquête qui démarrent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on va pouvoir voir les choses avec transparence. Je souhaiterais, moi d'ailleurs, qu'à l'occasion de ces commissions d'enquête, dans les meilleurs délais, Madame Buzyn soit auditionnée. Elle ne le sera pas avant les municipales. Mais c'est scandaleux. Mais attendez. Mais je crois que les Républicains à l'Assemblée sont d'accord avec ça. Mais attendez, moi, en ce qui me concerne, je souhaite qu'elle puisse être auditionnée très rapidement. Avant le deuxième tour. Mais c'est pas nous qui avons décidé de la commission d'enquête aujourd'hui, c'est monsieur Richard Ferrand. Idem pour le Premier ministre. C'est Richard Ferrand, mais de la même façon. Mais quelle est l'urgence de cette audition si le travail de la commission et des parlementaires devait durer jusqu'au début du mois de juillet? Mais l'urgence, qui l'a décidé? C'est le président de l'Assemblée nationale qui a décidé l'urgence, qui a décidé de transformer la mission d'information très rapidement en commission d'enquête. C'est lui qui prend cette décision. Alors, on va installer une commission d'enquête, mais surtout on n'auditionne pas Madame Buzyn. Mais enfin, attendez, après les déclarations de Mme Buzyn, les déclarations du Premier ministre et du gouvernement, si on fait cette commission d'enquête, alors d'une part, on va essayer de créer un espèce de truc baroque, là, une nouvelle commission pour brouiller les cartes que le président de la République... L'exécutif envisage, Christian Jacob, de lancer une commission d'enquête. C'est pas une initiative bienvenue. Non, mais enfin, c'est pour faire des comparaisons internationales, ce que vont pas faire les commissions parlementaires. Sans doute. Mais quel mépris encore pour le Parlement. Comment le président de l'Assemblée nationale peut continuer à se faire humilier de la sorte? C'est lui qui décide de la commission d'enquête? Mais alors, il veut une commission d'enquête, mais surtout, on ne doit pas interroger la ministre de la Santé de l'époque et on ne doit pas interroger le Premier ministre. C'est quand même formidable. Ils seront interrogés. Ils seront interrogés, bien entendu, beaucoup plus tard. Mais tout de suite, on dit qu'on met la commission d'enquête, mais surtout, il ne faut pas les interroger. Si vous comprenez, le Premier ministre est très occupé, il est au Havre en train de faire sa campagne municipale, puis Madame Buzyn aussi, donc ils ont quand même autre chose à faire que de perdre leur temps devant leur assemblée. Il vaut mieux qu'ils soient effectivement en train de faire leur campagne municipale. Mais enfin, attendez, dans quelle République sommes-nous? Le vice-président de la commission d'enquête à l'Assemblée est LR, c'est Damien Abad, le président du groupe. Et le rapporteur est Éric Ciotti. Damien Abad, cette semaine, avait l'air de dire qu'il ne fallait pas en faire une commission Benalla bis. On disait que ça allait être peut-être plus indulgent. À vous entendre, ça ne sera pas le cas. C'est la transparence. Moi, je l'ai toujours dit, ça doit être fait dans la plus grande transparence, avec beaucoup de sérénité. Et j'avais d'ailleurs, à l'époque, souhaité que ces commissions d'enquête se fassent plus tard. Mais c'est pas nous, c'est la majorité qui a souhaité qu'elle démarre maintenant. Alors, on ne peut pas souhaiter que la commission d'enquête commence aujourd'hui et ne pas souhaiter auditionner les principaux acteurs, sous prétexte qu'ils sont en train de faire leur campagne des municipales. Écoutez, j'avoue que je tombe de l'armoire. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant avec Christian Jacob. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Chaque mois, 10 000 couples se forment sur Mythique. J'adore les fringues, alors vider la moitié de mon placard pour lui faire de la place, ça voulait dire beaucoup pour moi. Ouais, pour moi aussi. Même si c'était plutôt un quart d'étagère, mais c'est l'intention qui compte, hein, ma chérie. Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr. Mythique. Après avoir mis nos instants en sommeil, il est à nouveau temps de s'ouvrir au plaisir de conduire BMW. Ensemble, reprenons le chemin de notre liberté. Pour vous accompagner en toute sérénité, BMW s'engage. Votre concessionnaire vous propose la commande, l'essai et la livraison à domicile ou à distance. Et jusqu'au 30 juin, bénéficiez de solutions de financement avantageuses et sans aucun apport sur une sélection de BMW neuves et d'occasion disponibles immédiatement. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmw.fr. Je m'appelle Christine, je travaille dans une entreprise. Grâce à l'application Stop Covid, si quelqu'un dans l'entreprise a été à proximité d'un malade du Covid-19, il est alerté et il peut consulter son médecin.
On en a parlé avec l'équipe, chacun est libre, mais on l'a tous téléchargé. On se protège, on protège les autres. Tous ensemble, téléchargeons Stop Covid et bloquons l'épidémie. Ceci est un message du gouvernement. L'audi de vos rêves se trouve déjà près de chez vous. Choisissez le modèle qui vous fait rêver et profitez-en immédiatement. Audi s'engage aujourd'hui à vos côtés avec Audi pour vous. Un ensemble d'offres et de services pour vous aider à mieux repartir. En ce moment, jusqu'à 6 mois de loyer vous sont offerts sur une sélection de modèles disponibles en stock. Découvrez l'ensemble de nos engagements Audi pour vous sur audi.fr. Offre jusqu'à 6 mois de loyer suivant le premier versement offert. Offre LLD à particulier jusqu'au 30 juin 2020 sur 37 mois et 25 000 km par an maximum sur une sélection de véhicules en stock et si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur audi.fr. Ancienne Miss Floride 1952, Gloria est la maîtresse d'un homme de pouvoir. Elle n'est personne, si bien que tout le monde l'appelle ma chérie. Mais le jour où son amant disparaît, ma chérie va se forcer à devenir quelqu'un et se forger un nouveau destin. Réécrivez l'histoire avec Ma chérie, le roman de Laurence Perrin aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Quand on dit à nos clients que chez Skoda, on peut avoir une grande berline familiale pour 15 990 €, soit le prix d'une citadine, ils répondent tous la même chose. Il y a des offres qui laissent sans voix. Skoda Octavia, à partir de 15 990 €. Offre à particulier jusqu'au 30 juin 2020. Remise Skoda de 6 670 € et prime à la conversion gouvernementale de 3 000 € déduite selon stock disponible sous condition de reprise et de bénéficier de la prime à la conversion. Conditions sur économie.gouv.fr et skoda.fr. Leclerc. Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec les mesures budget renforcé Leclerc. Des offres sur de nombreux produits pour se faire plaisir sans compter. Du 2 au 13 juin chez Leclerc, il n'y a pas de mal à se faire du bien. La preuve, pour l'achat de 2 lots de 6 tablettes de chocolat au lait Milka de 100 grammes chacune, le 3e est offert. Il y en a qui vont se faire plaisir. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Aurélie Herbemont. Christian Jacob, le président de LR, est toujours avec nous. Cécile Cornudet va vous interroger sur le 14 juillet qui va être un petit peu particulier cette année. Oui, la cérémonie mettra à l'honneur les soignants. Est-ce que c'est une bonne chose? Et est-ce que vous pensez qu'il faut massivement augmenter les salaires des soignants? De combien? C'est quoi votre projet là-dessus? Tout d'abord, c'est une bonne chose de mettre à l'honneur les personnels soignants sur l'augmentation de salaire, bien évidemment. Mais ça peut pas se résumer à cela. C'est pas un coup de prime qu'on peut traiter les dysfonctionnements de notre système de santé qui ont été mis en exergue. On a bien vu la difficulté qu'il y avait à la prise en compte, à la complémentarité publique-privée. On a vu le fonctionnement très administratif des ARS qui ont bien souvent paralysé les actions locales qui étaient menées, le manque d'autonomie qu'il pouvait y avoir dans les établissements. Donc c'est vraiment l'ensemble qu'il faut repenser, avec entre autres la proposition que j'évoquais tout à l'heure sur l'annualisation du temps de travail qui permet une augmentation du salaire et qui permet aussi d'avoir davantage de réactivité dans les situations de crise telles qu'on les a vues là. Mais oui, il faut bien entendu saluer l'action des personnels soignants. 2, la réforme doit passer par une amélioration du déroulement de carrière et une augmentation des rémunérations. Et l'annualisation est une possibilité pour arriver aussi à cela. Sur le 14 juillet, Christian Jacob, pas de défilé militaire cette année, juste une cérémonie place de la Concorde. Est-ce que, comme Marine Le Pen, vous êtes choqué qu'il n'y ait pas de défilé militaire? Je pense qu'on pouvait faire un défilé militaire. Et on vient de le voir récément avec l'opération Barkhane. C'est aussi l'occasion de saluer l'action de nos militaires. Nos armées seront présentes, mais sous une cérémonie plutôt statique. Cérémonie plus statique. S'il est possible, s'il y a une institution qui peut respecter des consignes de sécurité, de distance, etc., ce sont bien les militaires. Donc je pense qu'on aurait sans doute pu trouver une formule liant les deux, objectivement. Christian Jacob, faut-il accélérer le déconfinement? L'épidémie est sous contrôle, c'est ce que dit depuis quelques jours le Conseil scientifique. Est-ce qu'il faudrait aller plus vite sur les écoles, où le nombre d'enfants accueillis est encore très très restreint? Est-ce qu'il faut assouplir les conditions sanitaires, puisque
à ce stade, l'épidémie a l'air maîtrisée. Il semble non seulement qu'elle soit maîtrisée, mais qu'elle décroisse très, très rapidement sur les dernières indications qu'on a eues. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut effectivement qu'on puisse redémarrer le plus rapidement possible. Et puis, il y a un certain nombre d'incohérences. Ce que je vous disais tout à l'heure, mettez-vous à la place de ces restaurateurs parisiens qui ne peuvent pas travailler, et à côté de ça, on autorise une manifestation rassemblant 20 000 personnes. Les terrasses sont ouvertes à Paris, pas la restauration à l'intérieur. D'accord, mais simplement, beaucoup d'établissements, d'une part, tous les établissements n'ont pas de terrasse. Ensuite, l'équilibre économique ne peut pas se faire que sur la terrasse. Il se fait sur l'ensemble des surfaces de vente. Et moi, je pense qu'il faut que l'on puisse sortir le plus rapidement possible, parce que la reprise économique va être difficile. Hein. Ça ne se fera pas par un claquement de doigts. Et plus vite on redémarre, et c'est pour ça qu'il faut aussi que le plan de relance intervienne vite. Les entreprises ont besoin de lisibilité dans l'action publique. Or, aujourd'hui, avec cette addition de plans où chaque jour on nous fait une annonce, on perd en cohérence et on perd en lisibilité, et donc on perd en efficacité. Et le projet, l'état d'urgence sanitaire, est-ce qu'il faut le prolonger ou l'arrêter comme c'est prévu en juillet ? Je pense que sérieusement, là, il faut l'arrêter. Moi, j'étais pas favorable d'ailleurs à ce qu'on le prolonge si loin. C'est au cas où il y a une seconde vague en septembre-octobre. Oui, mais derrière ça, vous avez la possibilité de gouverner par ordonnance. Vous avez quand même le Parlement qui est mis complètement de côté à l'occasion d'un plan de cette importance. Donc, il faut que le Parlement retrouve ses droits rapidement, et il faut que la machine économique se remette en route rapidement, et pour ça je pense que maintenant il faut sortir de l'état d'urgence. On vous entend, Christian Jacob, vous dites aller plus vite, relancer l'activité, mais l'opinion semble plutôt soutenir l'action du Premier ministre. Dans les sondages, il est plutôt avec une cote de popularité qui augmente. Ça veut dire que finalement il a su imposer le bon tempo. D'abord, elle est une des plus faibles d'Europe. C'est le gouvernement sans doute le plus impopulaire. C'est ça aussi la réalité. Si vous voulez aller sur les sondages, le particularisme mais au-delà de cela, je veux dire, le Premier ministre a tenu son rang dans cette période-là, et moi je n'ai pas tombé dans une critique facile. Je pense simplement que maintenant il faut en sortir. Je pense qu'il faut en sortir parce que avec pour que l'économie redémarre. Premier ministre d'ailleurs. Écoutez, ça appartient au président de la République, au Premier ministre. Les deux seules personnes à décider là-dessus, ce sont eux deux. Soit le Premier ministre décide de quitter, soit le président de la République choisit de le changer. Mais ça n'est ni vous ni moi qui auront d'influence sur ce sujet. Il s'est bien débrouillé, dans la période, Édouard Philippe, vous diriez ça ? Disons qu'en miroir du président de la République, tout le monde reconnaît que le travail a été fait. Simplement, bien souvent, ça n'a pas été suivi des faits. C'est-à-dire que si les décisions, les orientations étaient bonnes, on a vu l'incapacité sur le terrain à concrétiser les actions. Et c'est là que les collectivités territoriales ont joué tout ce rôle, parce que les services déconcentrés de l'État n'ont pas fonctionné. Et puis, il y a une tâche. La tâche, ce sont les mensonges au début de la crise. Christian Jacob, vous le disiez fort justement, le changement de Premier ministre, c'est au président de la République de le décider. Mais vendredi, dans Marianne, on a découvert que dans la majorité, on faisait des propositions, notamment celle de Gilles Legendre, qui est le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Alors vous-même, vous avez été longtemps président de groupe. Est-ce qu'un président de groupe peut écrire ça ? Le Premier ministre qui ne s'est pas assez impliqué dans la gestion de la majorité. Bruno Le Maire qui pourrait être Premier ministre malgré un faible charisme. Aucune personnalité crédible pour être Premier ministre chez les députés. Quel regard vous portez sur ces commentaires acides ? Écoutez, c'est hallucinant. Hallucinant. Quand je vous disais que le président de la République n'avait plus de prise, c'est ça la réalité. C'est l'effondrement, l'explosion de sa majorité parlementaire, avec ces notes... Vous avez connu des époques, Christian Jacob, où aussi dans la majorité, sous le quinquennat Nicolas Sarkozy, le groupe s'était fracturé. Ah non. Non, absolument pas. Non, c'était dans l'opposition, ce qui n'a strictement rien à voir. Que ce soit Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, je pense que le groupe parlementaire ont toujours été tenus. Et là, ces propos du président de groupe, qui normalement doit être celui qui met plutôt du ciment, là, il joue des apprentis artificiers, il envoie des notes au président de la République, que le président de la République se dépêche de faire fuiter dans la presse pour déstabiliser son Premier ministre. Enfin, c'est une République, c'est un gouvernement qui part à volo complètement.
avec une majorité qui explose, 9 groupes, 10 groupes parlementaires maintenant à l'Assemblée nationale, chacun avec 15 copains à la buvette décide de créer son groupe. Enfin, tout ça ressemble à quoi ? Et encore une fois, demander à Legendre, Gilles Legendre, de faire cette proposition par écrit pour la faire fuiter ensuite, On pour ne sait pouvoir pas qui l'a fait déstabiliser. fuiter. Bon, enfin attendez, tout le monde sait très bien que c'est l'Élysée qui le fait fuiter pour organiser la pression contre Édouard Philippe et régler son compte à Gilles Legendre du même coup. C'est ça la réalité des choses. Un dernier mot, Christian Jacob, parce qu'on va arriver au bout de cette émission. Marine Le Pen, ce week-end, ces derniers jours, cherche à récupérer la figure du général de Gaulle, auquel vous êtes attaché dans votre parti politique. Elle écrit que nous sommes au Rassemblement national la continuité des grandes idées que le général de Gaulle a défendues. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de Marine Le Pen ? C'est d'un ridicule, mais total, invraisemblable. Comment peut-on dire une chose pareille ? Et le gaullisme, c'est d'abord 1940, c'est la constance, c'est la solidité, c'est l'honneur de la France. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'amis de la famille Le Pen à ce moment-là aux côtés du général de Gaulle. Ensuite, le général de Gaulle, c'est la place de la France sur la scène internationale, le rôle éminent de la France sur la scène internationale, avec la présence de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la force de dissuasion nucléaire. Ensuite, c'est cette volonté d'indépendance économique, politique et diplomatique de la France. Et puis enfin, c'est la Ve République. Et la Ve République, c'est la solidité, la stabilité gouvernementale qui repose sur la solidité d'une majorité parlementaire. Et cette solidité de la majorité parlementaire, elle est liée au scrutin uninominal à 2 tours. C'est exactement le contraire absolu, c'est le contraire, vous pouvez cocher case par case de ce que réclame Madame Le Pen ou Monsieur Macron d'ailleurs. En l'occurrence, ils sont sur la même ligne les deux. L'anti-de Gaulle absolu, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que là vous êtes d'accord avec elle ? Et on conclura là-dessus, Christian. Ils font la paire. Ils font la paire, attendez. C'est la volonté de la 4e République. Ce dont rêvent Madame Le Pen et Monsieur Macron, c'est de revenir à la 4e République. C'est la négation du gaullisme. Ils l'incarnent d'ailleurs tous les deux de manière différente, mais enfin, ils l'incarnent parfaitement. Merci beaucoup.